Bonjour, je suis Nelly de la chaîne Budget et Bon Sens. Bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des impôts. Donc oui, c'est un vaste sujet et je vais donc me concentrer sur les points qui me semblent essentiels. Et je préfère prévenir, je ne suis pas une spécialiste des impôts, donc si je me trompe, merci de me pardonner et de corriger en commentaire pour que tout le monde puisse en bénéficier. D'abord, je vais lister rapidement les différents impôts qui concernent la majorité des gens. Donc les impôts sur les revenus, les basiques, ça concerne les revenus issus de la profession, mais également issus de vos bénéfices sur investissement si vous en avez, ou des bénéfices immobiliers si vous avez du patrimoine. En général, les impôts sur les revenus, ça comprend l'IRRP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la CSG, plus connue, contribution sociale généralisée, et la CRSD, la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le calcul de l'impôt, ça s'effectue en fonction de la situation et des charges de famille, et les impôts sur le revenu sont prélevés à la source, comme je pense vous le savez tous. Ensuite, il y a la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, il y a plus grand monde qui la paye. Le dernier foyer la paye en 2022 et ça a vocation à disparaître pour tout le monde en 2023. Ça s'applique à chaque personne, qu'elle soit propriétaire ou locataire, qui vit dans un logement. Et enfin, les impôts fonciers pour ceux qui sont propriétaires immobiliers. Maintenant que la liste est faite, la question c'est de savoir comment les calculer. Le plus simple, ça reste quand même d'utiliser le simulateur en ligne sur le site officiel des impôts. Il me semble que c'est service-public.fr, mais je vais tenter d'expliquer quand même le fonctionnement global. Pour le calcul de l'impôt sur les revenus, en fait, il faut connaître d'abord les tranches d'imposition. Donc, tranche 1, c'est si vous déclarez moins de 10 225 euros. Dans ce cas-là, c'est imposé à 0%, donc c'est pas imposé. Deuxième tranche d'imposition, c'est si vous déclarez entre 10 226 et 26 070 euros. Là, c'est imposé à 11%. Ensuite, si vous êtes dans la troisième tranche, c'est que vous déclarez entre 26 071 et 74 545 euros. Dans ce cas, vous êtes imposé à 30%. Au-delà, si vous déclarez entre 74 546 euros et, alors là, astronomique, 160 336 euros, vous êtes imposé à 41%. Et au-delà, c'est 45%, mais je ne vais même pas aller jusque-là. Donc, une fois ça posé, ça ne veut pas dire qu'en fait, si vous déclarez, par exemple, un revenu qui est dans la tranche 3, tous vos revenus ne vont pas être imposés à 30%. C'est pas du tout ça. Je vais prendre un exemple pour expliquer. Un célibataire qui déclarerait 30 000 euros de revenus. Alors, en fait, sur ces 30 000 euros, ça ne va pas tout être imposé à 30%, sinon ça voudrait dire qu'il paye 10 000 euros d'impôts, c'est quand même énorme. Non, en fait, sur les 30 000 euros, les 10 225 premiers euros, ben en fait, ils ne sont pas imposés puisque c'est 0%, donc là, ça fait 0 euros. Ensuite, entre 10 226 et 26 070, celui qui déclare davantage, en fait, si on fait ça moins ça, ça nous porte à 15 844 euros, qui sont eux imposés à 11%, ce qui fait 1 742 euros et 84 centimes. Et ensuite, entre 26 070 et 30 000 euros, il nous reste 3 931 euros, qui eux sont imposés à 30%, ce qui fait 1 179 euros. Et maintenant, en fait, il faut faire le total de ça, ce qui fait 922 euros et 84 centimes. Donc, si vous êtes célibataire et que vous déclarez 30 000 euros de revenus, vous paierez 2 922 euros et 84 centimes d'impôt. Ça, c'est si vous êtes tout seul. Ensuite, il y a aussi les parts fiscales si vous êtes plusieurs dans le foyer. Donc, pour les parts fiscales, en fait, un adulte, c'est une part fiscale. Si vous avez un enfant ou deux enfants, donc premier et deuxième enfant, eux, c'est une demi-part chacun. Si vous avez 3 enfants ou plus, donc 4 enfants, etc., à partir du troisième enfant, en fait, c'est une part par enfant supplémentaire. Si vous êtes parent isolé, vous avez droit
à une demi-part, je vais changer ce crayon, supplémentaire. Et en revanche, si vous êtes en garde alternée, ça va être le contraire. On considère que vous avez que la moitié en fait, de la contrainte financière. Donc en fait, tout est divisé par 2. Donc par exemple, si vous êtes en garde alternée avec un seul enfant, vous n'aurez pas une demi-part, mais un quart de part, 0,25. Pour prendre un exemple, un couple qui a 2 enfants, mais qui les a en garde alternée et qui déclare 60 000 € de revenus. En fait, un couple, 2 adultes, donc 2 parts, 2 enfants, en théorie, ça fait une part en tout. Mais comme c'est en garde alternée, c'est divisé par 2, donc une demi-part. Donc 2 parts plus une demi, ça fait 2,5 parts. Donc on prend le revenu déclaré, qu'on divise par le nombre de parts. Donc là, 60 000 divisé par 2 parts et demi, ça nous fait 24 000 €. Sur ces 24 000 €, on va refaire le même calcul que précédemment. Donc les premiers 10 225, ça fait 0, puisque c'est imposé à 0%. Et ensuite, l'argent restant, en fait, entre 10 225 jusqu'à 24 000, puisque ça va rester dans cette tranche-là, ça nous fait 13 775 € qui, eux, seront imposés à 11%. Ce qui fait 1515,25 €. Mais ça, en fait, c'est pas l'impôt qui va être payé, puisque ce chiffre-là, il faut le remultiplier par le nombre de parts fiscales. Et là, donc, 1515,25 par 2,5, ça nous fait 3788 € et 12 centimes. Donc, un couple qui a 2 enfants en garde alternée qui déclare 60 000 € de revenus va payer 3788 € et 12 centimes d'impôt. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais en fait, une fois qu'on a compris, c'est pas si compliqué que ça. Je parle pas en fait là-dedans des prélèvements sociaux à 17,2% si jamais vous avez une déclaration de revenus immobiliers. Je pense que je ferai une vidéo sur les investissements où j'en reparlerai plus en détail. Pareil, la taxe d'habitation, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'elle va disparaître. Et pour la taxe foncière, en fait, en général, c'est la moitié de la valeur locative en fait, de votre bien. C'est une estimation, ne me demandez pas comment c'est fait, je ne sais pas. Une fois que ça c'est listé, c'est bien beau, mais je pense que ce qui intéresse la majorité des gens, c'est de savoir ce qu'on peut déduire pour gagner un petit peu sur ces impôts. Donc il y a énormément de déductions possibles. En général, c'est pas forcément très simple à comprendre. Il y a beaucoup de critères obligatoires pour y avoir droit. Mais je vais parler des déductions possibles qui m'ont semblé intéressantes à connaître. La liste n'est pas exhaustive. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et attention, pour y avoir droit, en fait, il faut bien le déclarer parce que ça ne se fait pas automatiquement. Donc, première chose, c'est frais de garde d'enfants de moins de 6 ans. Si vous avez des enfants qui ont moins de 6 ans et que vous payez la crèche, la nounou, n'importe qui pour les faire garder, en fait, vous avez le droit de recevoir en crédit d'impôt jusqu'à la moitié de ce que vous avez payé. Il y a quand même une limite. Le crédit d'impôt, il est limité à 1 150 € par enfant, moitié moins si vous êtes en garde alternée, là aussi ça s'applique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez dépensé 2 300 € dans l'année, 2 300 € divisé par 2, ça fait 1 150 €. C'est la limite maximum, vous serez remboursé 1 150 € pour les frais de garde de votre enfant de moins de 6 ans. En revanche, si vous avez dépensé plus de 2 300 € sur l'année, en fait, vous ne toucherez jamais plus de 1 150. Donc attention à ça aussi. Et en fait, la régularisation, vous allez la toucher au moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt annuelle. Donc vous la touchez une fois dans l'année, ce n'est pas régularisé par mois. Ensuite, deuxième déduction possible, pension alimentaire. Si jamais vous versez une pension alimentaire, vous avez le droit de la déduire de vos impôts. C'est comme si vous versiez, en fait, vous aviez ça en moins sur votre salaire. Mais attention, la pension alimentaire versée doit l'être sur décision de justice. Si c'est une décision à l'amiable, ce ne sera pas pris en compte par les impôts. Troisième possibilité, plan
épargne, retraite. Ça, c'est important à savoir et tout le monde ne le sait pas forcément. Si vous avez un plan épargne retraite sur lequel vous versez de l'argent, eh bien vous avez le droit de déduire tout ce que vous versez pour les impôts. Attention, il y a quand même des plafonds en fonction de votre situation personnelle et du produit d'épargne que vous avez choisi. Comme il y a plein de détails et tout, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre organisme d'épargne si vous avez un plan épargne retraite. Dans la même veine, il y a les assurances vie. Mais alors bon, les assurances vie, c'est un peu plus complexe. Il faut en fait que vous ayez une assurance vie depuis au moins 8 ans. Donc ça, quand même, il faut attendre un peu. Et que vous n'ayez pas touché à l'argent qui est dessus sur ces 8 ans. À partir de là, en fait, tous les bénéfices qui seront issus de cette assurance vie ne seront pas imposables. Là encore, il y a quand même un plafond qui est à 4 600 € par personne ou 9 200 si vous êtes en couple. Ensuite, un peu plus connu, les dons à des associations, mais aussi en fait à des organismes d'intérêt public. Donc là, en fait, d'organismes à intérêt général, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça peut être par exemple des chorales ou des associations, mais il faut quand même se renseigner si ça rentre dans les critères. Si vous faites un don là-dessus, en fait, vous avez le droit de déduire 66%, c'est précis, de la somme que vous avez donnée, à condition qu'elle soit inférieure en fait à 20% de vos revenus. Bon, 20%, ça fait quand même beaucoup. Et un petit point particulier, si en fait votre don c'est pour une association aux personnes en difficulté, vous avez le droit de déduire jusqu'à 75% en fait du montant de votre don. Mais c'est dans la limite de 1 000 €, faut pas aller au-delà. Sinon c'est imposable à 100%. Ensuite, les frais de scolarité. Si vous avez un enfant qui est scolarisé et qui n'est pas rémunéré, hors bourse, les bourses n'est pas considéré comme une rémunération, vous avez droit à un petit, je dis bien un petit, crédit d'impôt. Si votre enfant est au collège, vous avez le droit à 61 €. Bon, c'est pas énorme. Si votre enfant est au lycée, vous avez le droit à 153 €. Et s'il est en études supérieures, vous avez le droit à 183 €. Bon, quand on sait ce que ça coûte les études supérieures, 183 €, c'est complètement ridicule. Mais bon, c'est toujours ça de prix sur l'année. Pour y avoir droit, il faut déclarer que vous avez un enfant en fait, qui fait ses études dans la rubrique réduction d'impôt, crédit d'impôt, et la sous-rubrique c'est nombre d'enfants à charge poursuivant leurs études. N'oubliez pas de le déclarer parce que sinon, ils ne vont pas vous le donner automatiquement. Autre chose qui est un peu moins connue et qui est quand même assez contraignante au niveau conditions, mais si vous en faites partie, c'est intéressant. Abonnement à un journal. Alors en fait, si vous avez souscrit à un premier abonnement, il faut que ce soit une nouvelle souscription, si c'est une ancienne, ça ne fonctionne pas, à un journal ou un service de presse, alors pas n'importe lequel, il faut que c'est une information politique ou une information générale, et que vous avez pris un abonnement pour 12 mois minimum, et que vos revenus sont inférieurs à 24 000 € pour une part fiscale. Donc là, c'est un peu complexe, mais bon. Si vous êtes dans tous ces critères-là, vous avez droit en fait de déduire 30% des dépenses que vous avez faites. Enfin, c'est pas de les déduire, en fait, c'est que vous avez droit à un crédit d'impôt équivalent à 30% de la dépense faite. Ensuite, alors là, c'est pas vraiment un crédit d'impôt, c'est une prime. C'est la prime énergie qui est plutôt connue, mais elle a évolué. Ça s'appelle maintenant MaPrimeRénov'. Donc ça concerne les propriétaires, que vous soyez occupant ou bailleur de votre propriété, et qui font des travaux pour réduire la consommation d'énergie du logement. Alors là, il faut que le logement ait été construit depuis au moins 15 ans, et il y a toute une liste de travaux et d'installations qui sont pris en charge pour cette prime sur le site du gouvernement. Il suffit d'aller voir. Là encore, la prime c'est soumis à un plafond de ressources, il y a 4 catégories, et ça dépend de l'endroit où vous vivez. Si vous êtes en Île-de-France ou dans d'autres régions, c'est pas la même prime. Il y a un simulateur qui existe pour voir à quoi vous avez droit, c'est encore le plus simple. Enfin, alors là c'est aussi une prime pour les véhicules électriques. Alors en fait, pour exactement la mise en place de système de charge pour véhicules électriques. Là, vous avez droit à une prime. Pareil, il faut aller voir sur le site à quoi vous avez droit exactement. Et enfin, alors là, c'est pas un crédit d'impôt ni une prime, mais il ne faut pas l'oublier, les frais réels. En fait, automatiquement, quand vous faites une déclaration d'impôt sur le revenu, il y a 10% qui sont déduits pour vos frais professionnels. Si jamais votre métier est particulier et que vous avez des frais professionnels qui sont assez élevés, donc à plus de 10%, il faut les déduire en frais réels.
Dans les frais réels, vous avez le droit de compter les kilomètres parcourus entre votre domicile et votre lieu de travail. Si vous habitez un peu loin, vu le prix de l'essence en ce moment, ça peut valoir le coup de le calculer. Il y a également les repas, si vous devez faire des repas dans le cadre de votre travail, les voyages, les formations professionnelles, les vêtements à utilisation professionnelle uniquement, l'acquisition de matériel informatique, mais à usage évidemment strictement professionnel, il faut le justifier, et de la documentation professionnelle. Tout ça, vous pouvez le déclarer en frais réels. Donc voilà, je sais que c'est pas super ludique comme sujet, mais vu ce que ça coûte en fait les impôts, ça me semblait nécessaire d'avoir une idée de comment c'est calculé, et surtout comment on peut éventuellement réduire les impôts versés. N'hésitez pas à marquer en commentaire les autres déductions possibles si vous en connaissez, à partager vos conseils avec le plus grand nombre. Si vous souhaitez vous abonner, ça me ferait très plaisir, et je vous souhaite une agréable semaine, et prenez du temps pour vous.